Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux aller plus loin donc sur l'enquête sur les personnes qui sont dans l'incapacité de dire non. Enquête publiée il y a deux-trois jours. Là, je mettrai le lien dans la description. Ce genre de personnes, en fait, qui sont toujours arrangeantes, qui sont toujours disponibles, qui veulent pas faire de vagues, qui disent toujours oui, donc par peur du conflit. Ces personnes dont on dit qu'elles sont la mère ou l'épouse ou le père ou l'époux modèle, le collègue modèle, l'employé modèle. Et pour cela, je vais citer un cas. Ce n'est qu'un cas, mais pour moi, il illustre parfaitement les dégâts que peut causer pour la personne elle-même la non-expression d'un désaccord. Et ce cas est cité par Jean-Jacques Crèvecoeur dans le magazine Néo Santé. Jean-Jacques Crèvecoeur, en fait, c'est un philosophe et physicien de formation, mais qui petit à petit s'est passionné pour la symbolique des maladies. Et donc, à l'époque, il avait une rubrique consacrée à ce sujet dans le magazine Néo Santé. Donc, le cas que je vais citer est extrait de cette rubrique. Et donc, je vais vous raconter l'histoire de Christian, la triste histoire de Christian. Christian était comptable dans une grande banque en France. Et il faisait partie du même service là depuis 15 ans. Et selon les termes donc de Jean-Jacques Crèvecoeur, euh, tous les collègues de Christian en fait étaient unanimes pour dire que c'était un, je cite, un brave type. Lors des réunions, etc., il ne faisait jamais d'histoire. Le fameux ne pas faire de vagues, n'est-ce pas? Il n'est jamais rentré en conflit ouvert avec un de ses collègues ou avec son chef de service. Donc voilà, l'employé modèle, le collègue modèle. Et puis, un jour, l'histoire se passait en 1996, un beau jour de printemps, c'était un vendredi. Christian a été envoyé dans une autre agence pour aider à la formation de nouvelles recrues. Donc il était absent. Et pourtant, ce jour-là, une décision importante devait être prise. Et la question à l'ordre du jour était, où est-ce qu'on va loger les trois nouveaux informaticiens? Et quelqu'un a suggéré, mais en fait, le plus grand bureau, bah, c'est celui de Christian. En plus, il a une jolie vue sur le parc de la banque. Et bah, les trois informaticiens, ils pourraient rentrer dans ce bureau-là et donc travailler efficacement ensemble. Et il y a quand même quelqu'un qui a suggéré, mais oui, mais quand même, le principal intéressé n'est pas là. On pourrait quand même lui demander son avis. Et en fait, le chef de service a répondu, mais bon, de toute façon, Christian, il est toujours d'accord, il fait pas d'histoire, donc il y aura pas de problème. Et là, tout le monde en fait a ri parce que, ben, en fait, c'était vrai. Puisque Christian n'a jamais fait de problème, pourquoi là, il en ferait encore? Et le problème, c'est que Christian, du coup, on allait le loger dans un petit bureau au fond d'un couloir. Parce qu'on attendait, il y avait des travaux qui étaient en cours pour agrandir la banque. Ça allait prendre certainement une année, mais pour l'instant, voilà, on n'avait que le petit bureau au fond du couloir disponible. Bon, mais voilà, donc on allait relocaliser Christian dans ce petit bureau. Donc la décision est prise et le même week-end, on procède donc au déménagement. Le lundi arrive, Christian, ponctuel comme à son habitude, pousse la porte de son bureau et là, le choc. À la place de son joli petit bureau avec ses plantes vertes et puis les photos de ses enfants sur son bureau, et il y a plus tout ça à la place. Il y a les trois bureaux des trois informaticiens avec des câbles partout, des ordinateurs, etc. Et il y a déjà un informaticien qui est là, qui lève à peine la tête de son ordi et puis qui dit, ah ben tu dois être Christian, ben, salut, ton nouveau bureau, il est au fond du couloir. Bonne journée, ciao. Alors, Christian, il reste un moment avec la main encore sur la poignée de la porte, complètement hagard.
Il parvient même à balbutier un remerciement, c'est parce que c'est la personne qui remercie, même quand tu l'as fait, on lui a fait un seul coup. Et puis il se dirige comme un automate vers le petit bureau qu'on lui a désigné au fond du couloir. Et il ne parle pas, il n'en parle à personne. Il ne demande, il ne demande à personne une explication. Il va juste essayer ce lundi de se consacrer sur son travail. Il y a quand même le chef de service qui s'est inquiété de savoir comment il prenait la chose, mais pas directement à Christian, à l'informaticien qu'il a accueilli ce lundi-là. Donc personne ne parle à Christian et Christian ne parle pas. Donc tout le monde suppose qu'il a bien pris la chose il ne dit rien. Mais Christian, il n'a pas du tout bien pris la chose. Dans sa tête, c'est la tempête. Il se sent puni pour une faute qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qu'il a fait de mal. Et comme il ne parle pas et qu'il ne demande pas d'explication, ben, il commence à se faire un film dans sa tête. Mais il se dit, mais en fait, on m'a envoyé ailleurs. On m'a éloigné ce vendredi-là exprès pour pouvoir faire le déménagement des bureaux dans mon dos. Et donc mes collègues et mon chef de service sont ligués contre moi. Et ce lundi-là, et tous les jours qui suivent, et les semaines qui suivent, il va rester avec cette immense frustration, cette immense souffrance en lui. Et cette souffrance va littéralement le ronger de l'intérieur. Et quelques mois plus tard, le chef de service reçoit un certificat médical de Christian. Le premier certificat médical en 15 ans de bons et loyaux services. Christian est malade. Et quelques jours plus tard, sa femme informe la banque que Christian est atteint d'un cancer fulgurant de l'œsophage. Et à l'automne de cette même année, rappelons que le déménagement s'était effectué en mars, le déménagement des bureaux. À l'automne de cette même année, ben, Christian est emporté par son cancer de l'œsophage. Il a tiré sa révérence en silence, sans faire de bruit, comme il avait toujours vécu. Et là, en fait, donc Jean-Jacques Crèvecoeur, qui a écrit cette rubrique et raconté cette histoire, s'interroge, mais qu'est-ce qui a tué Christian? Est-ce que c'est ce déménagement un peu brutal de bureau? Est-ce que c'est la rudesse de l'informaticien qui lui a répondu en premier ce fameux lundi matin? Est-ce que c'est l'absence de communication de son chef de service? Mais en fait, pour Crèvecoeur, aucune de ces explications ne tient la route et aucune n'est vraiment convaincante. Et donc, la question se pose toujours, alors, qu'est-ce qui a tué Christian? Et selon les sources donc de Crèvecoeur et selon ce qu'il a, sa formation donc en médecine symbolique, un cancer de l'œsophage, et là je vais citer vraiment ces termes parce ils sont importants. Un cancer de l'œsophage survient lorsque le patient doit avaler, avaler et avaler encore l'affront qu'il a subi. En d'autres termes, justement, il y a quelque chose que Christian n'a pas avalé, puisqu'il doit l'avaler encore. Il y a quelque chose qui est resté coincé là. Là, c'est l'œsophage. Et ce quelque chose qui est resté coincé là, ben, ça a fait des dégâts. Et alors, il continue, en fait, c'est en fait pour lui, c'est son interprétation de la situation qui a commencé que Christian a ruminé et qui a fait des dégâts. Parce qu'en fait, Christian n'a parlé à personne, donc son interprétation aurait peut-être changé s'il avait osé demander des explications, mais il n'a rien dit. Il s'est pas plaint, il s'est pas fâché, il n'a pas tapé du poing sur la table, il a rien dit, il n'a rien fait. Et au-delà, en fait, de l'interprétation erronée et, comment dire,
le fait de se faire comme ça des films, c'est ce silence qui a tué Christian. C'est la non-expression en fait de son désaccord et sa non-demande d'explication. Et en fait, Crève-Cœur poursuit justement, au lieu de taper du poing sur la table, au lieu de demander d'explications, au lieu de faire tout cela, il a choisi de se taire et de se terrer dans son coin, donc au fond du couloir. Et il dit, il a choisi, parmi toutes les solutions de survie à court terme, la pire de toutes, l'inhibition de l'action et le silence. Alors j'ai cité ce cas qui peut paraître extrême parce qu'il illustre quand même de façon exemplaire les dégâts que peut faire justement la non-expression de notre désaccord, cette tendance que nous avons parfois à dire oui, donc par peur du conflit, à être arrangeant, à ne pas faire de vagues. Et si l'on voulait résumer, on pourrait dire que ne pas faire de vagues à l'extérieur déclenche parfois une tempête à l'intérieur, une tempête qui peut avoir des conséquences désastreuses. Et le prix que nous payons à ne pas oser dire non et à ne pas taper du poing sur la table est parfois exorbitant. Sur ce, je vais vous dire à bientôt. Prenez bien soin de vous. Ça commence donc par oser dire non. À très vite. Au revoir.